Salut à tous. Dans l'épisode précédent, on a vu que la logique et les arguments qui justifient le libre-échange ne sont pas suffisamment respectés pour produire les effets positifs attendus. Si vous voulez le voir maintenant, vous pouvez le faire en cliquant ici, mais bon, ça va pas être essentiel pour comprendre la suite, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser au vrai but du libre-échange qui se cache derrière ces arguments économiques non respectés et qui est surtout, roulement de tambour, géopolitique. Et ouais. Pour commencer, revenons un peu dans le passé. Avant, les pays pratiquaient un protectionnisme intense pour limiter les importations qui menaçaient leurs industries, leur agriculture, etc. Mais en même temps, ils voulaient exporter le plus possible, sans être gênés par le protectionnisme des autres pays. Il en résultait de temps en temps une petite guerre pour forcer l'ouverture des frontières, ou carrément s'accaparer des territoires et les populations vivant dessus pour y imposer sa loi. C'est cette même mentalité qui a abouti à la colonisation, qui vise justement à étendre son territoire pour s'accaparer des ressources, mais aussi accéder à de nouveaux consommateurs pour les productions nationales. C'est ainsi que ce qu'on appelle la première mondialisation au XIXe siècle, c'était surtout du commerce intra-colonie. Du coup, les libre-échangistes associent, plus ou moins honnêtement, tout protectionnisme à la guerre, au nationalisme et au repli sur soi, faisant mine au passage de ne pas voir comment le libre-échange peut lui aussi s'apparenter à du colonialisme. Les États-Unis, eux, l'ont bien compris, après s'être cruellement rendu compte que la guerre n'est pas la solution la plus sûre pour étendre le marché de leur production. En effet, profitant que l'Angleterre était occupée d'un côté avec les guerres napoléoniennes, ils avaient tenté d'envahir les colonies britanniques du Canada en 1812. Mais ils ont rencontré une opposition inattendue de la part des colons, et plutôt efficace, puisqu'ils ont réussi non seulement à faire face, mais à pénétrer dans le territoire états-unien jusqu'à la capitale et y incendièrent des bâtiments publics, et notamment la maison du président en 1814, qui dut être repeinte en blanc, et s'appelle depuis la Maison Blanche. Merci. Ils vont donc s'orienter vers une stratégie de rachat de territoire, ils vont racheter toute la partie en vert, et de promotion du libre-échange, gardant la guerre en troisième option, ce qui ne les empêchera pas d'en faire sans arrêt depuis, mais c'était plus pour étendre leur influence que pour étendre leur territoire. Mais bref. Dès 1812, Andrew Jackson, futur président des États-Unis, avait fait cette déclaration. Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange pour ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. Ouh, il y a de l'impérialisme dans l'air là. Oula. Oula. C'est le libre-échange qui leur a permis à terme de mettre la main sur Hawaï et d'autres petites îles. Ils dépenseront aussi beaucoup d'énergie et d'argent pour faire signer des accords de libre-échange au Canada, avec plus ou moins de succès et sans que ça n'aboutisse au final à l'annexion du pays. Je vous laisse jeter un œil à ce livre pour en savoir plus. Toutefois, une entreprise qui souhaite exporter n'a pas besoin d'une annexion totale pour faire des affaires dans un pays. Après tout, du moment qu'il n'y a plus de barrières à l'entrée de ce pays, genre des taxes, des quotas, des lourdeurs administratives ou des normes différentes, eh bien finalement ça revient exactement au même qu'une annexion, sauf qu'on appelle ça le libre-échange, et qu'on peut avancer masqué derrière cette histoire de théorie économique. Avançons un petit peu dans l'histoire. Comme vous le savez, les États-Unis ont obtenu une position dominante écrasante à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils vont en profiter pour se prévaloir de leur droit au libre-échange à l'échelle de la planète. Mais ça va se faire petit à petit, et sans doute beaucoup plus lentement qu'ils ne l'avaient espéré à la base. Le besoin de financement des pays européens détruits par la guerre est l'occasion de faire un premier pas avec le plan Marshall. Par exemple en France, ce plan est conditionné à l'ouverture du marché français aux productions hollywoodiennes. À l'époque, c'était plutôt anodin, ça paraissait être une bonne affaire par rapport aux montants engagés, mais en acceptant, on leur a donné la possibilité de convertir les esprits à l'American Way of Life, et 70 ans plus tard... Excusez-moi. Nous, les ados en France, on est un peu pourris quand même. Vous avez vu les ados aux États-Unis, comment ils sont trop stylés? Il y en a qui ont vu High School Musical, pour vous c'est plutôt Grease, oui? Vous avez vu comment ils sont trop stylés, les Américains, ils chantent, ils dansent pour rien? Mais surtout, le but du plan Marshall était de relancer l'économie pour éviter que les pays d'Europe de l'Ouest ne tombent dans l'escarcelle communiste. Meurs, pourriture communiste. Et d'orienter la reconstruction de l'Europe vers un alignement sur les pratiques américaines, avec l'idée finale d'aboutir à la création d'un marché commun entre les États-Unis et l'Europe. Oui, ça c'est pas une idée nouvelle. Mais pour cela, ils avaient d'abord besoin qu'une coopération existe entre les pays d'Europe, ce qui n'était pas vraiment évident au sortir de la guerre. Alors afin d'encourager ce rapprochement, les États-Unis décident que c'est les Européens eux-mêmes qui devront s'entendre entre eux sur le partage des fonds du plan Marshall. Une organisation est créée, l'Organisation Européenne de Coopération Économique, l'OECE, qui deviendra plus tard l'OCDE et intégrera d'autres pays. À l'image de la Rome antique, les États-Unis se voient comme une puissance, peut-être même comme un empire. Ils tissent leur influence comme une toile. Peu à peu, ils instaurent la Pax Americana.
Avec leurs produits, ils conquièrent, séduisent l'Europe, de manière douce, voire féminine. L'Europe libre apprend ainsi à goûter, à penser comme l'Amérique. On a coutume de dire que le plan Marshall était une invention des États-Unis, ayant pour but de faire un énorme cadeau à l'Europe. Pas du tout. Il s'agissait en fait d'une série d'investissements destinés à orienter et réorganiser l'Europe. L'idée était d'amener les pays européens à dépenser ces fonds d'une certaine manière. Ils ont aussi exporté des idées. En Allemagne, on s'est mis à diriger les entreprises et les écoles dans un tout autre esprit. Et on ne pratiquait plus la politique de la même façon. Tout était calqué sur le modèle américain. Pour les Américains, c'était essentiel de pouvoir dire aux Européens « Vous ne nous aimez pas, d'accord, mais regardez ce qu'ont les ouvriers soviétiques. Rien. À terme, vous finirez par créer un grand marché européen. Il sera intégré aux États-Unis et activé par le moteur du libre-échange américain. Et vous, ouvriers, vous aurez un meilleur niveau de vie, surtout si vous n'avez ni syndicat ni parti communiste. » Le plan Marshall était en fait un énorme compromis basé sur un effet de levier. On sait aujourd'hui qu'il n'a représenté que 5% des fonds investis dans la reconstruction entre 1947 et 1951. Mais ces 5% jouaient un rôle crucial dans la direction à prendre. La fin de la guerre verra aussi la conclusion des accords de Bretton Woods, où le projet de l'américain Harry Dexter White sera finalement retenu au terme des négociations. Il instaure un nouveau système monétaire mondial basé sur le dollar, qui sera la seule monnaie convertible en or. Le but est d'assurer la stabilité et le développement économique dans le monde, de favoriser le commerce, d'éviter une nouvelle crise de 29, mais aussi de s'extraire définitivement des effets de cette crise qui étaient encore présents avant le début de la guerre. Pour cette mission, 2 organisations vont voir le jour, le Fonds monétaire international, qui devait pallier à d'éventuelles crises de change, en échange de quelques petits conseils politiques, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui s'associera au fil du temps avec 5 autres bidules du même genre pour créer le groupe de la Banque mondiale. Sous l'influence de Keynes, une organisation internationale du commerce devait aussi être créée pour organiser le commerce international, sous la tutelle de l'ONU. Ce qui motivera moyennement les milieux d'affaires états-uniens qui ne voulaient pas être gênés dans leurs échanges par des considérations relatives aux droits de l'homme ou au développement des pays pauvres prévus dans le projet. Et surtout, ils ne voulaient pas être sous l'autorité de la Cour internationale de justice, le tribunal de l'ONU, qui aurait jugé les différends entre États issus du commerce international à l'aune des critères susnommés. Excusez-moi, c'est qui nommé ? Ta gueule. Les États-Unis vont donc court-circuiter le projet et vont réunir 22 autres pays désireux de libéraliser le plus vite possible le commerce international au sein du General Agreements on Tariffs and Trade, le GATT. Le GATT n'est pas une organisation internationale, mais plutôt un forum politique multilatéral à l'existence juridique un peu floue, où se négocie un traité visant à réduire les barrières douanières et à fixer un code de bonne conduite du commerce international entre les pays signataires. Cet accord multilatéral de libre-échange était destiné à faire baisser les prix pour les consommateurs, mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l'emploi dans les secteurs où chaque pays détient un avantage comparatif. On retrouve ici la justification de cette politique par la théorie économique, que j'ai abordée dans la vidéo précédente, mais qui a dû se perdre en chemin depuis 1947. Au GATT, les négociations prennent la forme de rounds successifs. Un certain nombre de sujets sont mis sur la table afin de favoriser les possibilités d'arbitrage pour maximiser les chances d'arriver à un accord à une date butoir fixée. C'est genre je cède sur ci, tu m'arranges sur ça, enfin bref, c'est de la négociation de marchand de tapis. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Du coup, les règles de la mondialisation ne sont pas les mêmes pour tous. Certains peuvent protéger leur industrie et pas d'autres, certains peuvent subventionner leur agriculture et pas d'autres, selon ce qu'ils ont négocié. D'autres institutions, comme le FMI et la Banque mondiale, peuvent imposer des politiques commerciales aux pays auxquels ils ont accordé des prêts. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur le GATT. On va commencer par un rapide historique. Depuis 1947, 8 rounds de négociations ont été clôturés, le dernier en date étant celui de l'Uruguay Round, débuté en 1986, en Uruguay, merci, et clôturé en 1994 par les accords de Marrakech, qui, entre autres choses croustillantes, transforment le GATT en OMC, lui donnant un vrai statut juridique international. Pour autant, l'OMC n'a depuis jamais abouti à rien. Jusqu'alors, négociés dans un secret digne des meilleures théories complotistes, les accords de libre-échange du GATT ont commencé à jeter la lumière sur lui.
Sous l'impulsion d'associations en faveur du développement et de l'écologie, la contestation s'est fait jour au cours des négociations de l'Uruguay-Round et s'est amplifiée pour aboutir à la manifestation de Seattle de 1999 qui fit capoter l'ouverture du round suivant en empêchant que les délégués se rendent dans les bureaux. Finalement, ce round s'ouvrira en 2001 à Doha, au Qatar, et devait se clôturer en 2005, mais faute de parvenir à un accord entre les membres, les négociations sont aujourd'hui suspendues. Faut dire que depuis 1947, de nombreux pays se sont joints aux négociations, compliquant l'obtention d'un accord, mais aussi les politiques promues par ces accords et les procédés de négociation brutaux et déséquilibrés sont de plus en plus contestés et rencontrent depuis Seattle une opposition solide et médiatisée. Il est vrai qu'utiliser le terme « négociation » pour désigner les discussions au sein du GATT n'est en effet pas très approprié. Il serait plus juste de parler d'intimidation, d'extorsion, de chantage. Faisant écho à Andrew Jackson, la négociatrice en chef Carla Hills déclare en 1983 « Je veux que vous me perceviez une barre de fer à la main, forçant l'ouverture des marchés pour les entreprises américaines et les maintenant ouverts pour servir nos intérêts. » On ne saurait être plus clair. On voit que l'objectif expansionniste caché derrière le libre-échange n'a pas changé. Alors voyons un petit peu comment fonctionne cette barre de fer. Au GATT, le consensus est une obligation, mais tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles pour faire entendre sa voix. D'abord, les projets d'accord sont rédigés dans un jargon technique hyper chiant, bourré de cycles et d'abréviations jamais expliquées, pour créer de la complexité, décourager les non-initiés et obliger le recours aux experts. Les pays de ce qu'on appelle la quadrilatérale, ou la Quad pour les intimes, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union Européenne, le Japon et le Canada, ont les moyens de débarquer avec une armée d'avocats d'affaires et plusieurs représentants. Mais les pays du Sud n'arrivent en général à envoyer qu'un seul ambassadeur, quand ils s'en partagent pas un pour plusieurs pays, ce qui les force dans ces cas-là à avoir une position commune. Et en plus, comme différents points des accords sont négociés simultanément dans différentes salles, les pays pauvres sont régulièrement absents des négociations, laissant le champ libre aux pays présents de décider pour eux. Car au GATT, qui ne dit mot consent. La Quad a aussi pris l'habitude de négocier en chambre verte. Ce nom vient de la couleur du bureau du directeur du GATT où ont lieu ces réunions. Lorsqu'ils sont d'accord sur un objectif à libéraliser, ils s'y réunissent avec quelques pays du Sud triés sur le volet pour obtenir un consensus. Ces réunions sont complètement informelles, ne valent rien et ne produisent aucun compte-rendu. Mais on retrouvera ce consensus préétabli aux prochaines négociations officielles et il s'imposera à tous les pays qui auront alors une marge de négociation très faible, voire inexistante. Pour pallier à ce genre d'opposition dans les négociations, plusieurs cas de figure permettent d'aboutir à un accord, parce que c'est quand même ça le but. Premier cas le plus évident, le représentant d'un pays est d'accord avec le texte et donc il le signe. Oui bon, ça va. Deuxième cas, le représentant est absent aux négociations, donc il est d'accord. Troisième cas, il est présent et il n'est pas d'accord. Si ça peut pas se négocier, il va alors faire un petit tour par la case chantage. Les États-Unis vont alors appeler le dirigeant d'un pays récalcitrant pour faire valoir leurs arguments. « Hey, tu te souviens qui finance ta campagne? Hey, tu te souviens que tu as une demande de prêt en cours au FMI? Hey, tu te souviens que je peux rayer ton pays de la carte? » À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Les États-Unis disposent aussi de l'arme du 301 et du Super 301, deux lois votées par le Congrès américain, qui stipulent qu'en cas de menace sur les intérêts américains où que ce soit dans le monde, le pays fautif recevra une notification et aura 6 mois pour réagir, faute de quoi les États-Unis pourront boycotter toutes ses exportations. Autant dire qu'un certain nombre de représentants de pays ne peuvent que fermer leur gueule, soit pour des motifs nationaux, soit pour des motifs personnels. Entre parenthèses, je cible les États-Unis parce qu'ils sont champions à ce jeu-là, mais l'Union Européenne a aussi les moyens de se livrer à ce genre de pression, et depuis quelques années, le poids de la Chine commence à se faire sentir dans les relations internationales. Aussi, en 2012, la Russie a rejoint l'OMC et passe son temps à y foutre un joyeux bordel, ce qui laisse penser que plus aucun round de négociation n'aboutira en raison de l'apparition de ces contre-pouvoirs. Le quatrième cas, c'est plutôt amusant, c'est le bluff. On propose une version édulcorée du texte pour obtenir un consensus facilement pendant les négociations, puis on le modifie au dernier moment, juste avant la signature finale. Par exemple, jusqu'en 92, l'important article 16-4 de l'Uruguay Round stipulait que les membres s'efforceront de prendre toutes les mesures nécessaires dans les cas où des législations nationales seront requises pour mettre en œuvre les dispositions des accords. Formulé comme ça donne le sentiment qu'il faudra peut-être rajouter des lois au cas où on sait pas trop, alors que la version finale du texte est nettement plus explicite.
Chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les accords. On passe de s'efforceront de prendre les mesures à assurera la conformité. Ah, il s'agit plus d'essayer maintenant, c'est un ordre. Là tu comprends que tu as plus affaire à un traité supranational auquel les lois nationales vont devoir se subordonner et qu'il faudra peut-être rajouter des choses, mais surtout modifier et supprimer tout ce qui n'est pas en conformité avec les obligations énoncées dans les traités. Si à ce stade vous commencez à vous poser des questions relatives à la démocratie, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout ça, c'est normal, ça va s'aggraver. Ce bluff fait partie d'une stratégie plus large qui consiste à garder les informations réelles, à entretenir la confusion et la complexité pour étouffer tout risque de contestation dans l'impuissance. Bah oui, si tu n'as rien compris, tu peux pas contester. Et ce, non seulement en interne, mais aussi et surtout en externe. Les parlementaires et la plupart des ministres n'ont pas accès au texte, qui est de toute façon très dur à décoder à cause du jargon. Les journalistes sont évidemment tenus à l'écart de ces réunions qui se déroulent à huis clos, et seule une poignée d'entre eux, accrédités GATT bien sûr, ont accès aux fonctions cérémonielles type photo de groupe, mais c'est tout. Quant à l'opinion publique, inutile de dire qu'on n'est pas invité à participer au débat. Dans les médias, on entend parler du GATT ou de l'OMC une fois tous les 10 ans pour la photo de groupe, et le reste du temps, des experts indépendants, du peuple oui, des banques non, nous expliquent que les délocalisations sont tombées du ciel et qu'il faut maintenant se retrousser les manches pour relever les défis de la mondialisation inéluctable. Il faut devenir compétitif, car voyez-vous, on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce monde à la fois dangereux et... Oh la vache. Ah, j'ai cru que j'étais un genre de politicien parachuté par la banque Rothschild qui tentait de faire passer un discours d'ultralibéralisme pour du progrès social. Bon, je crois que je préfère encore Kev Adams. En réalité, la mondialisation n'a pas popé subitement, c'est une décision politique. Comme le dit Gérard Longuet, alors ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur au moment de la signature des accords de Marrakech qui clôturent le Rugby Round, c'est long à dire. Si nous voulons vendre des satellites et des Airbus, il faut accepter qu'ils soient payés en meubles, en vêtements et en bimbeloterie. On retrouve deux idées du libre-échange dans cette phrase, les importations vont générer des exportations, et les pays riches vont se spécialiser dans les produits de haute technologie, tandis que les pays pauvres vont fabriquer des bricoles. Je vous renvoie une fois de plus à cette vidéo si des explications sur le sujet vous intéressent. J'aime me beurrer la biscotte. En tout cas, c'est sur la base de ce raisonnement que le ministre censé défendre l'industrie a volontairement planifié la destruction d'emplois dans ce secteur en entérinant la possibilité offerte aux entreprises de délocaliser sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Pour autant, si un grand nombre des acteurs politiques de premier plan sont favorables à la libéralisation des échanges, ou se disent favorables, ça ne veut pas dire qu'ils comprennent forcément ce qui se passe au GATT. En France, durant les négociations du Rugby Round, de 86 à 94, il s'est succédé 6 ministres en charge du commerce extérieur. Dans l'ordre, Michel Noir, Roger Fourreau, Jean-Marie Rauch, Dominique Strauss-Kahn, Bruno Durieux et notre ami Gérard Longuet. Ça fait un changement de ministre tous les 1 an et 4 mois en moyenne. Tous les 1 an et 4 mois en moyenne, vous avez un type qui débarque à son poste et qui est censé comprendre un truc qui est fait pour qu'il y comprenne rien. D'autant plus que les réunions ministérielles au GATT ont lieu une fois tous les 2 ans et que le reste du temps ce sont des experts en charge des négociations. Ça a des conséquences. L'un d'eux, à la fin de son mandat, s'est confié à un ami et lui a dit ceci. Au GATT, je n'ai jamais compris ce qu'on négociait, ni comment on négociait. Tout ce que je sais, c'est que pour prendre la parole, je devais placer à la verticale mon présentoir France. J'avais alors à lire un texte préparé par des experts. Je ne sais pas qui étaient ces experts, mais ce que je sais, c'est que les experts américains des firmes d'avocats d'affaires avaient toujours le dessus. Évidemment, la conséquence, c'est que le règne des experts s'installe, et comme dans les médias, leur indépendance est plus nette vis-à-vis des peuples que vis-à-vis des milieux d'affaires. C'est d'ailleurs un euphémisme. J'imagine que vous connaissez le système des portes tournantes. Monsieur Froman, le négociateur en chef américain, vient de Wall Street. Il était à Citibank. C'est un gars de la Citibank. Voilà le monde dans lequel il évolue. Il a fait des allers-retours entre le privé et le public. Il a d'abord travaillé à Wall Street, puis a rejoint l'administration Clinton. Il est ensuite revenu à Citibank, où il a gagné des millions de dollars. Enfin, il est revenu dans l'administration Obama, et Citibank lui a versé un bonus de 4 millions de dollars à sa nomination dans l'administration Obama. On se demande bien pourquoi. Cette influence des industriels et cette corruption, même sous une administration démocrate, illustre les méthodes des grandes entreprises pour contrôler secrètement les négociations et subvertir le processus démocratique. Et ben au GATT, ça va bien au-delà de ce simple système, puisque les experts qui font partie des délégations françaises et des autres
sont employés directement par les multinationales pour rédiger les accords. Comme le dit la secrétaire de la délégation française au Codex Alimentarius, le rôle de la délégation française au Codex est avant tout de faire entendre les demandes des firmes agroalimentaires nationales dans cette enceinte de la normalisation internationale. Non seulement les multinationales participent à la rédaction des accords, mais elles sont en plus capables de manœuvrer pour lancer de nouveaux rounds de négociations selon leurs besoins. Sans l'énorme pression exercée par le secteur financier américain, particulièrement ses compagnies telles que American Express et Citicorp, il n'y aurait pas eu d'AGCS et peut-être pas d'Uruguay Round ni d'OMC. Pour la petite histoire, le patron d'American Express rencontrait des difficultés à s'implanter dans de nombreux pays qui possédaient encore une réglementation stricte en matière de services financiers dans les années 80. Il s'est alors entouré de quelques copains comme AIG ou Citicorp qui avaient les mêmes problèmes, et ils ont lancé une campagne de propagande pour que la classe politique américaine soit, d'une, favorable à la libéralisation du commerce des services à l'international, et de deux, se saisissent de la question et l'inscrivent à l'ordre du jour du GATT, alors que celui-ci s'était jusque-là cantonné au commerce de marchandises. Ce qui a déclenché l'ouverture d'un nouveau round de négociations, élargissant encore plus l'impact des négociations du GATT sur nos vies. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne et qui tire les ficelles, on peut déjà en déduire que le premier but de ce genre de forum de négociation, c'est de court-circuiter la démocratie, pour que des multinationales écrivent les lois et cadrent la société en une fois au niveau mondial, leur évitant ainsi de se faire chier à passer par le système législatif de chaque pays un par un, ce qui serait long, fastidieux et sans doute un échec complet. Tu me rappelles Georges politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Nous avons affaire ici à des gens élus par personne, mais qui ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe lequel de nos élus, qui d'ailleurs font campagne sans jamais mentionner ces traités supranationaux et en proposant des choses souvent contraires à ceux-ci, dont ils ne proposent pas tout simplement de les renégocier comme s'ils en avaient le pouvoir. Il ne faut donc pas s'étonner s'ils trahissent leurs promesses, car ces traités ne leur laissent qu'une marge de manœuvre ridicule. Mais ça, nous le verrons au prochain épisode.